Je suis assez fascinée, mais je me dis que comment je vais faire? En fait, on a quelqu'un qui a un délire paranoïaque. Qu'est-ce que je vais retenir? Quel est le vrai? Quel est le faux? Il me manque quand même plein de morceaux dans le puzzle. Donc, je décide d'aller sur place. Chaque année, au printemps, le collectif Les Morts de la rue rend hommage aux personnes sans-abri décédées en France. À cette occasion, la journaliste de La Croix, Nathalie Birchem, revient sur l'histoire de Caroline, qui a perdu la vie dans la rue à l'âge de 55 ans. Caroline avait écrit des milliers de lettres à son cardiologue. Des textes poignants qui ont permis à Nathalie Birchem de reconstituer la vie de cette femme, à la fois joyeuse et tourmentée. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Je m'appelle Nathalie Birchem, je suis journaliste à La Croix et depuis 2016, je m'occupe de la rubrique Exclusion Solidarité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête qui m'a particulièrement marquée. En 2021, j'ai réalisé une enquête pour essayer de retracer la vie d'une femme qui s'appelait Caroline Mercier et qui est décédée à l'âge de 55 ans. Elle était sans domicile et on l'a retrouvée dans un champ à Écully, près de Lyon, dans le Rhône. En fait, au tout départ de cette enquête, il y a le fait que La Croix, chaque année, publie le nom des morts de la rue. Alors, le collectif des morts de la rue, c'est une association qui est née en 2003 et qui a pour vocation de recenser les personnes qui sont sans domicile et qui décèdent dans la rue ou à l'hôpital, enfin en tout cas hors de chez elles, et qui essaie de reconstituer un petit peu de leur biographie quand c'est possible. Et depuis pratiquement le début de l'aventure, La Croix publie chaque année le nom de ces morts de la rue. Et le 30 mars 2021, donc comme chaque année, La Croix avait donc publié les noms des 535 personnes recensées par le collectif comme décédées entre début 2020 et début 2021. Et dès le lendemain, notre service courrier des lecteurs a reçu une lettre d'une abonnée qui s'appelle Claude M, on ne va pas donner son nom de famille, donc Claude M, qui expliquait dans un mail qu'elle avait été très touchée par cet hommage parce que une des personnes qui était citée comme une femme, 55 ans, décédée le 28 janvier 2021 à Écully, bien cette femme, elle l'avait très bien connue. Et dans le mail, elle disait qu'elle avait débarqué dans notre vie, dans la vie de la famille, le 8 août 2014. Le service courrier des lecteurs me transmet cette lettre intrigante. Bon, à cette époque, je suis un petit peu débordée. Donc, je mets quelques jours, peut-être même quelques semaines, à rappeler cette lectrice. Et elle me raconte effectivement que Caroline a débarqué dans la vie de la famille M le 8 août 2014. Donc cette journée-là, en fait, tout le monde s'en souvient dans la famille parce que Claude, elle est passionnée de généalogie et elle a retrouvé la trace dans sa famille italienne de cousins qui ont émigré aux États-Unis et qui sont américains. Et donc pour la première fois, les cousins américains sont venus à leur rencontre. Et donc, voilà, c'était un week-end de fête. Et le dimanche soir, il y a un orage. Claude et son frère aîné Vincent, qui est médecin, raccompagnent le fils de Claude au portail. Donc c'est le déluge. Et tout d'un coup, surgit une silhouette un peu étrange, une petite femme menue, avec des cheveux longs, qui marche un peu penchée, comme si elle venait juste d'être accidentée. Et elle surgit comme ça, et elle s'adresse à Vincent, donc le frère de Claude. Elle dit, mais les méchants sont à mes trousses, il faut m'aider. Et à la grande surprise de Claude, Vincent, qui est un homme très poli, ne raccompagne pas la dame à l'abri, mais il l'écoute assez longuement, donc sous la pluie. Et puis, quand elle l'interroge, il lui dit « C'est Caroline, je t'expliquerai ». Donc, à partir de ce moment-là, ce personnage, Caroline, semble s'installer dans les parages. Caroline vient tous les jours à la porte et dépose des lettres dans la boîte à lettres. Et puis, bientôt, va les envoyer par-dessus le portail. Donc, c'est un portail en fer
Donc on voit des lettres qui arrivent sur les pervenches, sous le cèdre. Souvent les chats sont là, comme au spectacle, assis tous les deux à regarder ces étranges courriers qui arrivent par dizaines, parfois dans la journée. Donc faut imaginer, ils sont lestés par un petit caillou, parfois ils sont tenus par une petite ficelle ou ils sont mis dans une bouteille. Puis il y a aussi des objets personnels, des photos, des peluches, des papiers personnels, parfois des papiers administratifs. Il y a même eu un téléphone portable. Extrait d'une lettre de Caroline à Vincent, son cardiologue. Monsieur, je profite de ce courrier pour vous témoigner ma reconnaissance et mon respect à votre égard. Car je ne regrette pas, même si mon corps ne me donnait pas le choix, d'avoir été entre vos mains pendant mon infarctus. Sachez que vous êtes un homme juste et un scientifique très doué, et un Mozart en cardiologie. Toutes ces lettres, en fait, sont adressées à Vincent. Donc, pourquoi Vincent ? Donc, Claude interroge son frère qui lui dit « Ah, mais en fait, Vincent est médecin, il est cardiologue. C'est une patiente que j'ai soignée en 2004. Elle est arrivée avec un infarctus à la clinique de Lyon où Vincent travaille. Et donc, elle avait une grave maladie coronarienne. Elle aurait dû en mourir, d'ailleurs, d'après lui. Vincent la soigne. Et c'est une patiente assez particulière. C'est une patiente qui se laisse ausculter 5 minutes, mais qui, sinon, parle pendant 1 heure. Et Vincent est un médecin assez particulier qui, bien qu'il ait pas beaucoup de temps, l'écoute. Et elle lui parle de ses talent de guérisseuse parce que c'est une dame qui pense avoir un don par l'imposition des mains et elle a aussi un délire paranoïaque. Elle pense qu'elle est poursuivie par un médecin généraliste qui manigance pour la faire interner parce qu'il la croit folle. Donc parfois c'est une patiente qui surgit dans des réunions de pontes de la médecine qui se réunissent pour parler de cas très sérieux en disant c'est une urgence, il faut que je parle au docteur M. Et le docteur Vincent M sort de cette réunion pour traiter cette urgence. Donc voilà, cette patiente, il s'en souvient bien. Par contre, elle lui écrit dès lors. Et lui, il n'a pas le temps, il travaille jour et nuit, il prend pas de vacances, un médecin à l'ancienne, quoi. Donc les lettres s'accumulent à la clinique, il les lit pas, elles s'accumulent dans des cartons, donc jusqu'à ce que Claude entende parler de cette histoire, suite à ce soir d'orage de 2014, et récupère les cartons. Et donc elle se met à les dater, à les recenser, à photographier chaque objet, et puis surtout à taper toutes les lettres à l'ordinateur. Et c'est ce matériau qu'elle se propose de m'envoyer. Donc je reçois un mail volumineux avec 500 pages, des photos, et je tombe là-dedans, je me mets à les lire l'une après l'autre. Et c'est comme ça que l'enquête commence véritablement, le soir dans mon lit après le travail, à lire une par une toutes ces lettres. Ces lettres sont un matériau assez inouï, donc parce que ça nous raconte toute une vie en fait, et une vie particulière, parce que Caroline, c'est une enfant placée. Elle raconte son enfance dans une ferme dans le Morvan, une enfance qui a eu l'air assez heureuse. Elle parle de sa mère nourricière qui lui faisait des clafoutis et la frictionnait à l'eau de Cologne, de son père nourricier qui l'emmenait en tracteur. C'est une femme qui a une grande disposition à la joie de vivre et dès l'enfance. Elle nous parle aussi d'un personnage un peu fantasmagorique, son frère, Gérard, qui est pilote d'hélicoptère. Elle raconte avec beaucoup de fierté qu'il a travaillé dans l'émission que tous les plus de 50 ans connaissent certainement, qui était La chasse au trésor de Philippe de Dieuleveux. Donc ce personnage revient un petit peu comme un mythe. Je ne sais pas si je dois croire en son existence, mais voilà. Et puis elle raconte donc ses dons de guérisseuse. C'est quelqu'un qu'on vient voir quand on a un zona, quand on a un mal de dos. Elle vit alors dans un HLM à Lyon et elle reçoit ces patients-là. Et puis, dans ses lettres, il y a aussi son délire paranoïaque qui prend beaucoup de place de plus en plus. Un médecin généraliste qui, semble-t-il, existe et qui, dans son esprit, lui veut du mal, complote contre elle, veut absolument la faire interner. Et donc, tout son effort, c'est d'écrire à Vincent M, le seul médecin en qui elle a confiance, pour lui expliquer qu'elle n'est pas folle et qu'il ne faut pas l'interner. Extrait d'une lettre de Caroline à Vincent, son cardiologue. Je dis la vérité, monsieur. Je ne vous dis pas de mensonges. Il vous trompe. Je suis prête à tout pour débloquer la situation. Que ces êtres vous mentent sans la moindre gêne, c'est une horreur. Et le plus infernal, c'est qu'ils continuent de se faire des alibis et de parler à ma place.
Pour fuir ses persécuteurs imaginaires, elle part sur le chemin de Compostelle, où elle apprend à dormir dehors. Et après, elle devient SDF quand elle s'installe, après 2014, devant la maison des M. Elle raconte sa vie de SDF à la campagne, en fait, dans la rivière où elle va manger, les endroits où elle dort. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup les animaux. Et puis, ce qui est émouvant dans ses lettres, c'est que c'est une belle calligraphie, hein, avec presque des pleins et des déliés, une écriture un petit peu penchée, la plupart du temps très lisible, une syntaxe assez soignée, pas mal de vocabulaire, et puis beaucoup de joie, malgré ses tourments et malgré sa souffrance psychique qui est réelle. À ce moment-là, en tant que journaliste, je suis assez fascinée, mais je me dis que comment je vais faire? En fait, on a quelqu'un qui a un délire paranoïaque. Qu'est-ce que je vais retenir? Quel est le vrai? Quel est le faux? Il me manque quand même plein de morceaux dans le puzzle. Donc, je décide d'aller sur place. Je rencontre d'abord les personnages principaux, Vincent, le cardiologue, donc un médecin à l'ancienne, effectivement, qui travaillait beaucoup, puis un homme très affable, un peu pince sans rire, avec un éternel sourire sur le visage. Ça l'amuse beaucoup, cette histoire, mais il est un peu comme spectateur. Il se sent pas vraiment concerné. Il est encore un peu comme le personnage principal qui se rend pas compte qu'il est le personnage principal. Et puis je rencontre sa sœur, donc Claude, qui elle, du coup, est le personnage impliquée dans l'histoire. Donc, une femme blonde, bouclée, avec des lunettes rouges. C'est une ancienne prof documentaliste. Elle est donc passionnée de généalogie. Une femme qui récupère les chiens perdus, les chats perdus. Dès qu'il y a quelqu'un à aider, elle y va. Voilà, elle a le cœur sur la main. Donc, cette personne, quand elle tombe sur les lettres de Caroline, elle peut pas les laisser perdre, quoi. Donc, c'est aussi son histoire à elle, en fait, qu'elle retranscrit comme ça. Je rencontre aussi des religieuses dont Caroline parle dans ses lettres, qui l'ont soignée après son infarctus. Caroline était quelqu'un de très croyant, une foi, j'allais dire naïve, mais pas naïve, mais une foi joyeuse, simple, qui s'embarrasse pas de concept. Et donc, elle a fréquenté les Sœurs du Père Ollier pendant quelques années. Je téléphone aussi à l'équipe de travailleurs sociaux qui a tenté de suivre Caroline parce que c'était la seule SDF de cette petite ville d'Écully qui est une banlieue chic de Lyon. Mais c'était quelqu'un qui se laissait pas approcher. Elle a été internée une fois et elle voulait absolument pas y retourner. Et le travail social était difficile. Mais c'est parce qu'il faisait froid à l'hiver 2020-2021 qui sont allés la voir dans son lieu d'habitation, donc dans un champ où elle habitait. Enfin, elle s'était fait une petite maison, enfin même pas une maison, un lieu avec des cartons et des morceaux de plastique pour dormir. Et c'est là qu'ils ont retrouvé son corps. Je ne sais pas si c'était le froid ou la maladie, mais voilà. Donc j'ai ces informations aussi. J'appelle aussi la mairie qui a appris son existence par le comité d'action sociale. Et qui décide de lui faire des belles funérailles. Les élus se cotisent pour faire un bouquet avec les fleurs du champ où elle a habité. On travaille aussi avec un photographe, Antoine Merlet. Alors pour lui, c'est encore plus difficile parce que il doit photographier un fantôme, en fait, quelqu'un qui n'est plus là. Donc on récupère auprès de Claude des photos. En fait, Caroline, à certains moments, s'adressait à l'interphone de la maison. Claude, à ce moment-là, a réussi à capturer quelques images un peu floues, un peu bleutées, où on voit le visage de Caroline donc de face et où on la voit partir avec son sac à dos de dos. Donc on se balade avec ces 2-3 photos avec Antoine. On va voir la rivière où elle se lavait, un endroit où on pense qu'elle dormait. On va près du McDonald's où elle aimait bien. Elle disait qu'elle mangeait d'occasion, récupérée dans les poubelles. On se balade avec ces photos et on essaie de photographier. Enfin, il essaie de photographier ce fantôme. C'est assez émouvant. Mais quand même, il manque des éléments. Il manque toujours des morceaux. Pourquoi elle a été placée, pourquoi son délire paranoïaque, etc. Et puis à ce moment-là de l'enquête, arrive un coup de théâtre. Donc on cherche à retrouver le frère. Existe-t-il? On ne sait pas. On a un nom de famille qui n'est pas celui de Caroline. Et Claude a une idée de génie. Elle va chercher dans les bulletins des pèlerins sur le Saint-Jacques. Et coup de chance, elle tombe sur une annonce d'un certain Gérard qui cherche chasseur. Et il y a un mail. Et elle envoie un mail. Et autre coup de chance, le mail, des années plus tard, parvient bien au bon Gérard. Et donc, à ce moment-là, il se remet d'un cancer de la gorge. Il peut pas beaucoup parler. On peut pas le rencontrer. Donc, je l'ai au téléphone. Et là, il m'explique tous les morceaux qui me manquaient. C'est-à-dire que leur mère commune avait des problèmes psychiatriques. Et Caroline, donc la petite sœur, a été placée quand elle était bébé.
Et à cette époque-là, quand on était placé, on pouvait pas avoir de lien avec sa famille d'origine. Et donc, elle a jamais connu sa mère, en fait. Sa mère est décédée quelques mois avant ses 18 ans. Et à 18 ans, Gérard, là, a eu le droit de lui envoyer une lettre et ils se sont rencontrés. Et plus lâchés, en fait, ils sont devenus très proches. Elle est même venue vivre chez lui pendant une rupture amoureuse. Et ils sont devenus très proches. Et il me raconte qu'à partir des années 2000, elle a commencé à développer ses délires paranoïaques et que la maladie mentale a pris beaucoup de place, à tel point qu'elle appelait plusieurs fois par jour. Enfin voilà. Donc je comprends cette évolution. Et il me dit aussi quelque chose qui est un peu un crève-cœur, qui est que quand elle est partie sur le chemin de Compostelle, à un moment, elle a eu besoin d'une aide financière, donc elle l'a appelé, il lui a envoyé, et après, il n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc, elle était majeure, la police pouvait pas la rechercher, donc il savait pas si c'était une disparition volontaire, si elle s'était fait agresser, si elle était rentrée dans une secte. Il savait pas. Donc, depuis 2014 jusqu'à notre coup de fil en 2021, il avait plus de nouvelles de sa sœur. Donc, on lui apprend son décès, l'existence de ses lettres et comment il y est décrit un petit peu comme le chevalier, le héros au début. Et malheureusement, à la fin, il est un petit peu vécu par Caroline comme l'ordonnateur de ses persécutions. Grâce à Gérard, en fait, l'enquête est bouclée et je vais enfin pouvoir écrire le papier. Je l'écris assez facilement, malgré toute cette masse d'infos, mais je suis un peu stressée parce que je me dis est-ce que je vais pas faire d'erreur ? Est-ce que les personnes qui l'ont connue vont bien la reconnaître ? Parce que moi, je la connais pas, en fait. Et je l'ai jamais vue. Et quand l'enquête paraît, ça suscite pas mal de réactions et les messages sont sympathiques. Et notamment, tous ceux qui l'ont connue la reconnaissent bien. Donc, je suis très contente de cette enquête. Ce qui est chouette, en fait, et ce qui arrive rarement avec une source, c'est que on a beaucoup travaillé ensemble avec Claude sur cette enquête et elle pourrait presque la co-signer. Et on est devenus amis. Donc on se voit, on s'appelle quelques fois par an. Quand je vais la voir, on va sur la tombe de Caroline et on s'amuse des petites coïncidences qu'on veut voir l'une et l'autre. Et on appelle ça, parce que Caroline appelait son don de guérisseuse mon souffle chaud, le souffle chaud de ses mains. Et donc on appelle ça le souffle chaud de Caroline. Par exemple, quelques mois après la parution de l'enquête, j'ai été invitée à France Culture à raconter cette histoire. Et l'animateur, à un moment, donc m'entend parler d'Écully et tout ça, je vois qu'il tique. Et hors micro, il me dit, mais ça s'est passé où exactement dans Écully ? Et donc je lui dis hors micro le nom de la rue. Et il me dit, c'est là où mes parents habitent, en fait. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais ça amuse beaucoup Claude et moi. Et on y voit le souffle chaud de Caroline. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'enquête de Nathalie Birchem sur les traces de Caroline est à retrouver sur le site et sur l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du récit est un podcast original de La Croix.